Nous avons vu la semaine dernière comment la première décennie postérieure à la fin de la Première Guerre mondiale avait vu à la fois une indiscutable continuité de la sériologie en France et un renouvellement des recherches sur le terrain qui a été couronné par la découverte en 1929 d'Ougarit et d'une nouvelle écriture cunéiforme alphabétique. Nous allons poursuivre en examinant aujourd'hui les années 1930 qui furent marquées par une autre grande découverte, celle de Marie et de ses archives royales. J'ai déjà largement entamé la semaine dernière la description des années 1930, mais faute de temps, certains de ces protagonistes ont été laissés de côté. Je voudrais donc aujourd'hui compléter le tableau. Il faut d'abord esquisser le portrait de quelques débutants qu'on retrouvera après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de Raymond Gestin et, pour la première fois, de deux femmes, Marguerite Rutten et Helena Cassin. Je commencerai par le breton Raymond Gestin. J'ai réussi, non sans peine, à retrouver une photo de Raymond Gestin qui le représente à la fin de sa vie. Elle figure sur un site que je n'ai guère l'habitude de fréquenter, le Wikipédia en breton. Et la photo ne se retrouve pas aisément, car en breton, le saviez-vous, Raymond se transcrit Raymond, R-E-M-O-N-T. Cela s'explique du fait que Gestin est né en 1905 à Landerneau. Sa ville natale lui a d'ailleurs rendu hommage en lui dédiant en 2017 une de ses places. Gestin est plus célèbre de nos jours comme artiste que comme savant. Ses œuvres, dans le style dit naïf qu'il commença à peindre dans les années 1950, ont définitivement éclipsé ses travaux philologiques. Mais revenons aux années 1930. Nous avons vu que Gestin fit partie des derniers élèves de Scheele. Ce dernier fut le directeur de son diplôme de l'école pratique, délivré en 1933, le livre ayant été publié en 1935. Curieusement, Gestin termine son avant-propos par des remerciements à M. Charles Fosset, professeur au Collège de France, dont les leçons, professées pendant l'année 1932-33, ont beaucoup aidé à mon acquis en sumérologie. Pas un mot pour Scheele. Le compte-rendu que publia Gade en 1936 fut assez sévère, reprochant à Gestin des considérations inutiles sur le verbe sumérien et, inversement, l'absence de commentaires sur le contenu des textes eux-mêmes. Entre-temps, Gestin était devenu pensionnaire à l'Institut d'Istanbul. Celui-ci avait été fondé en 1930 par l'architecte Albert Gabriel, qui en fut le directeur jusqu'en 1956. Gestin profita de ce séjour pour copier la partie des textes de Farah découverts en 1902 qui n'avaient pas été attribués aux Allemands. Seules les tablettes de Berlin avaient été publiées par Daimel, qui n'avait d'ailleurs donné que des transcriptions et pas de copies. Gestin signala qu'il avait eu l'autorisation de Daimel et de la DOG pour entreprendre son travail. Nous le retrouverons la semaine prochaine. Les femmes assyriologues de profession étaient alors encore exceptionnelles et c'est une raison de plus de parler de Marguerite Rutten, que ses proches appelaient Maggie. Née en 1898, elle fit toute sa carrière au Louvre. D'abord chargée de mission au département des Antiquités orientales, elle obtint son diplôme de l'école du Louvre en 1933. Ayant accédé au statut d'attachée, elle publia en 1934 un guide des Antiquités orientales du musée du Louvre. Elle fut, comme on l'a vu, le pilier de la conférence de Fosset à l'école pratique et obtint le titre d'élève diplômé avec un travail sous sa direction. Sous le titre « Contrat de l'époque séleucide conservé au musée du Louvre », il fut publié en 1935 comme tome 15 de la série Babyloniaca. Ces 19 documents d'archives provenaient d'Uruk, tout comme les rituels de la même époque que Thureau d'Angin avait publié en 1922. Ce livre attira l'attention d'André Aymar, qui remercia Mlle Rutten d'avoir accompagné ses copies de transcription et traduction, permettant aux hellénistes d'avoir accès à cette documentation, tout en signalant nombre de négligences dans la mise au point du manuscrit. Chargée de cours d'épigraphie sumérienne et assyrienne à l'école du Louvre à partir de 1934, Marguerite Rutten publiait dès 1937 un manuel d'initiation à l'akkadien qui suivait la méthode qu'elle avait mise au point en enseignant. Elle terminait son avant-propos ainsi : « S'il apparaît que ces éléments aient été de quelque utilité, un syllabaire et un choix de texte avec glossaire suivront. Tel ne fut malheureusement pas le cas. » Elle devint alors assistante de Contenot en 1937 et nous la retrouverons bientôt.
Autre femme, promise à une carrière plus brillante, Helena Cassin, que j'ai déjà mentionnée sans avoir eu le temps de décrire son parcours, différent de celui de la plupart des assyriologues. Originaire d'une petite ville piémontaise située à proximité du col de Tende, Helena Cassin commença des études d'histoire des religions à Rome. Mais à l'âge de 24 ans, elle décida de quitter l'Italie fasciste pour Paris. C'est donc à partir de 1933-34 qu'elle suivit les cours de Fosset à l'EPHE, à côté de Mademoiselle Rutten et de messieurs Cardaccia, Gestin, Labatte et 6 autres personnes. Au Collège de France, elle suivit non seulement les cours de Fosset, mais aussi ceux du sociologue Marcel Mauss. Ce dernier avait été un concurrent malheureux de Loisy en 1908. Il avait fini par entrer au collège en 1931. Fosset et Mauss, l'assyriologie et la sociologie, on disait encore guerre anthropologie, on retrouve dès le début les 2 pôles entre lesquels Mme Cassin évolua toute sa vie. Le choix de son sujet de diplôme, rédigé sous la direction de Fosset, l'adoption à Nouzy, marquait bien cette orientation, son livre paru en 1938. Il s'agissait d'un travail sur les marges du monde cunéiforme et un sujet qui était alors très neuf. Les quelques 1000 tablettes de Nouzy n'avaient été découvertes qu'une dizaine d'années plus tôt par une mission américaine. Par ailleurs, ces tablettes, rédigées dans un acadien très fautif, révélaient la langue parlée par les habitants de Nouzy, c'est-à-dire le hourite. L'ouvrage ne reçut pas un accueil très enthousiaste. Il est vrai que l'édition de ces contrats, philologiquement très exigeante, n'était pas exempte de fautes. J'observe que le compte-rendu de 3 pages très tassé, plutôt sévère, qui fut publié par Oppenheim dans la revue viennoise AFO, est noté comme rédigé à Paris. Nous avons vu pourquoi la semaine dernière. J'ai déjà décrit rapidement la situation au Louvre entre les 2 guerres, mais je voudrais aujourd'hui compléter mes indications. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par Thureau d'Angin lui-même. J'ai souligné l'impulsion qu'il a donnée à la publication des tablettes du Louvre entre les 2 guerres. Il fut lui-même l'auteur de 4 des 17 volumes publiés entre 1920 et 1937. La qualité de ces copies était connue depuis longtemps et resta identique jusqu'au bout. Surtout, il eut le mérite de compléter ses autographies par des éditions de textes, celles-ci ayant parfois été publiées antérieurement aux copies. On est également frappé par l'étendue de la maîtrise du champ de la syriologie tout entier. Il travaillait aussi bien sur des textes sumériens littéraires du IIIe millénaire que sur des rituels acadiens tardifs, ou encore sur des documents d'archives paléo-assyriens ou paléo-babyloniens. Dans ces années, Thureau d'Angin continua à s'intéresser à la chronologie. Il poursuivit aussi ses travaux relatifs à l'écriture cunéiforme avec ses 2 chefs-d'œuvre que sont le syllabaire acadien en 1926 et les homophones sumériens en 1929. C'est dans ces ouvrages que Thureau d'Angin mit au point le système de transcription qui s'est imposé au monde entier, celui qui combine accents et chiffres pour permettre, à travers la translittération, de reconnaître à quel signe cunéiforme on a affaire. Ce système a le grand mérite de permettre une lecture facile des textes acadiens. Et je regrette personnellement que certains collègues, sans aucune consultation, tentent actuellement d'imposer l'abandon des accents. Il s'agit à mes yeux d'une régression, et ce que je trouve le plus déplaisant, c'est quand je reçois les épreuves d'un article dans lequel, sans qu'on m'ait demandé mon avis, mes transcriptions sont mises à cette nouvelle norme, qui n'a d'autre justification que la paresse des uns et le suivisme des autres. Nos collègues anglo-saxons ne sont en effet pas habitués à l'usage des accents, eh bien, ils n'ont qu'à s'y mettre. Je suis heureux de voir que les projets Orac restent fidèles au système de Thureau d'Angin. Retour aux années 1930. Il faut également souligner un fait un peu oublié. L'essentiel des tablettes d'Ougarit en cunéiforme babylonien a été découvert après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le nom de Nouguerol qui leur est avant tout attaché avant les découvertes des années 80-90, comme nous le verrons. Mais entre 1929 et 1938, Scheffer découvrit déjà, à côté des tablettes en cunéiforme alphabétique confiées à Virolo, un certain nombre de tablettes en cunéiforme classique, et il confia leur publication à Thureau d'Angin. Celui-ci consacra pas moins de 5 articles dans Syria à la publication de ces textes. Une des raisons
qu'avait Thureau d'Angin de quitter la direction des Antiquités orientales du Louvre en 1928, c'était aussi d'avoir plus de liberté pour le travail sur le terrain. Thureau d'Angin s'était rendu en Syrie pour la première fois en 1923, faisant avec le père d'Orme un voyage d'exploration qui les mena d'abord depuis Jérusalem via Alep jusqu'au tel Achara sur la moyenne Euphrate. Herzfeld, en 1914, l'avait identifié avec l'antique Terka et en avait souligné tout l'intérêt. Chemin faisant, Thureau d'Angin et d'Orme passèrent par Nérab, où les fouilles de l'école biblique devaient avoir lieu 5 ans plus tard. L'article publié dans Syria par Thureau d'Angin et d'Orme commence par rappeler tout ce qu'on savait alors sur Terka, Thureau d'Angin ayant lui-même déjà publié plusieurs contrats provenant de cette localité. Il put en ajouter 9, issus des travaux des villageois, issus des travaux des villageois qui, en cherchant de la terre à briques, rencontraient de temps à autre des antiquités. Je cite: « Lors de notre passage à Dérésor, le capitaine Grincourt, qui avait entre les mains quelques tablettes provenant de Achara, voulut bien nous les montrer. Ces tablettes sont récemment entrées dans les collections du Louvre, où elles sont inventoriées sous les numéros AO 9050 à 9052. D'autre part, le lieutenant Terrier vient de faire généreusement don au musée de 4 tablettes de Achara qu'il a recueillies alors qu'il était officier de renseignement à Abou Kemal. Ces tablettes ont reçu les numéros d'inventaire AO 9055 à 9058. Thureau d'Angin publia ces 7 tablettes dans l'article co-signé avec d'Orme. À l'endroit où les villageois avaient déjà creusé, nos 2 voyageurs entreprirent un sondage avec l'aide de 15 légionnaires mis à leur disposition par les autorités militaires. Ils firent aussi quelques fouilles le long de la pente abrupte du Tel vers le fleuve, rencontrant une tombe avec du matériel. Le tour dura seulement 5 jours. Une fois encore, je ne résiste pas à la lecture de 2 passages de leur article, car de tels textes permettent de mesurer tout ce qui nous sépare des mentalités de cette époque, il y a presque un siècle. Ce n'est pas sur la population semi-nomade, semi-sédentaire d'Achara que nous aurions pu compter pour exécuter ce travail dans le peu de temps dont nous disposions. Une paresse à toute épreuve caractérise la population riveraine de l'Euphrate, tout au moins la partie masculine de cette population. Il a été donné à l'un de nous d'assister à ce spectacle bien arabe d'un homme adulte et valide faisant tirer à la courte paille la distribution de la besogne entre la gent féminine de la tribu. Et en conclusion, le lendemain, à la première heure, nous prenions congé des braves légionnaires dont le concours nous avait été si précieux. Nous étions heureux de rendre hommage à leur endurance et à leur habileté. Malgré une chaleur torride, ils n'avaient cessé de travailler avec ardeur, le torse nu, la peau brûlée par le soleil implacable. Les indigènes n'en pouvaient croire leurs yeux. « Nous devrions nous mettre à 20 pour exécuter ce que font 4 de vos ouvriers, nous disait-il en souriant. Et nous leur répondions « Voilà ce que c'est que le soldat français. » Entre parenthèses, il n'y avait qu'un Français, et il était d'Algérie. Mais nous n'avions pas menti. Ils étaient tous vraiment des soldats français. Les 2 voyageurs poursuivirent leur route jusqu'en Irak, visitant tous les sites importants jusqu'à Our et Uruk, et en rentrant via la Syrie, on possède le récit de ce voyage sous la plume de d'Orme. Pendant ce voyage d'un peu plus d'1 mois, Thureau d'Angin avait pris le goût du terrain. Libéré de ses obligations au Louvre, il put se consacrer à des fouilles en Syrie. Il avait alors 56 ans. Il choisit les sites d'Arslantash et de Tel Ahmar. Hamdi Bey avait déjà prospecté à Arslantash en 1883, rapportant des sculptures au musée d'Istanbul. Thureau d'Angin y mena 2 campagnes en 1928. Il fut assisté lors de la première par le dominicain Augustin Barrois, qui avait fouillé Nérab peu avant, ainsi que par Georges Dossin, qui avait alors 32 ans. Pour la seconde, il fut secondé par Maurice Dunant, ce dernier ayant pris en 1926 la relève de Pierre Montet à Byblos. Les fouilleurs dégagèrent un palais provincial néo-assyrien. La trouvaille la plus remarquable fut celle, dans un bâtiment voisin, d'une centaine de plaques d'ivoire finement sculptées. Une de ces plaques comportait une inscription araméenne montrant qu'elle avait fait partie du mobilier du roi Hazaël de Damas. Le Louvre a récemment restauré ces ivoires, dont de nouvelles études ont été faites. On découvrit aussi un temple dont l'entrée était gardée par des taureaux en basalte.
L'inscription de l'un d'eux permit d'apprendre le nom antique de la ville, Hadatu, et de dater la construction du règne de Téglat-Phalazar III au milieu du 8e siècle. Le site de Tel Ahmar, à 30 km au sud-ouest d'Arslantash et 20 km en aval de Carchemish, avait déjà été identifié avec Til-Barsip grâce à des inscriptions publiées par les Anglais en 1908 et 1912. Le site se trouvait sur la rive gauche de l'Euphrate, sur une des grandes routes entre la Syrie et la Méditerranée, à un endroit où le franchissement du fleuve était facilement possible par bac. En mai 1927, Turreau d'Angin y avait fait une première reconnaissance, dégageant en une semaine une inscription de Salmanasar III et les fragments d'une grande stèle d'Assaradon, avec l'aide cette fois de 16 tirailleurs sénégalais. Pendant ses fouilles d'Arslantash, il revint à Tel Ahmar brièvement. Il y fouilla pendant 2 campagnes, en 1928 et 1931. Dessin et Dunant l'accompagnèrent à nouveau. La découverte principale a été celle d'un ensemble exceptionnel de peintures murales datées de l'époque néo-assyrienne. Malheureusement, à l'époque de cette découverte, les archéologues ne disposaient pas des moyens techniques pour sauvegarder ces fragiles vestiges peints. Les progrès considérables ont été faits dans les années qui suivent, et c'est comme cela que, par la suite, les peintures de Doura-Europos, par exemple, ont pu être en grande partie sauvées, sans parler de celles de Marie. En ce qui concerne Tel Ahmar, il ne fut possible de sauver en les détachant du mur que quelques fragments partagés entre le musée d'Alep et le musée du Louvre. Toutefois, un relevé complet en couleur avait pu auparavant être effectué par l'architecte Lucien Cavreau sur des rouleaux de papier aujourd'hui conservés au Louvre. Ils ont été reproduits pour la première fois dans le volume Assour d'André Parot, et ce fut une révélation, et montrés en 2016-17 à l'exposition « L'histoire commence en Mésopotamie » du Louvre-Lens. Le grand public put prendre connaissance des progrès de l'archéologie orientale grâce à une exposition qui eut lieu en octobre-novembre 1930 à l'Orangerie des Tuileries. On y trouvait le résultat des fouilles de Tello, de Suse, mais aussi de différents sites syriens. C'était une façon qu'avait trouvé René Dussault de faire mieux connaître le département des antiquités orientales du Louvre, dont il venait de prendre la direction, ainsi que les travaux sur le terrain en Syrie, le Louvre ayant reçu une part des objets découverts. Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré de découverte de tablettes qu'à l'ouest de l'Euphrate, que ce soit à Neyrab ou à Katna, et à partir de 1929 à Ougarit. La découverte de Marie allait changer la donne radicalement. Comme c'est le cas pour la majorité des sites en archéologie orientale, la fouille de Tel Hariri ne résulte pas d'une opération programmée, mais fait suite à une découverte fortuite. On ne parlait pas encore à l'époque d'archéologie préventive, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut commencer par se demander ce qu'on connaissait de Marie avant la fouille du site de Tel Hariri. Marie était surtout célèbre chez les assyriologues pour avoir été le siège de la 10e dynastie postérieure au déluge, d'après la liste royale sumérienne. Marie était mentionnée à l'époque présargonique dans le cône A du roi et Anatum de Lagash, puis à l'époque paléo-akkadienne par Sargon et Naram-Sin. Elle était citée par Hammurabi de Babylone dans son code, mais aussi dans 2 noms d'années parlant de sa conquête et de sa destruction. On retrouvait mention de Marie sous le roi médio-assyrien Tukulti-Ninurta Ier. Herzfeld avait publié en 1914 un fragment de tablette découvert à Achara où il était question d'un certain Zimri, fils de Yah, roi de Marie et du pays de... La partie droite était cassée. L'accord n'était pas encore fait sur la localisation de cette ville de Marie. En 1914, Herzfeld avait donné une estimation large sur l'Euphrate entre Achara et Hit. Mais en 1924, Turreau d'Angin se séparait explicitement de Landsberger, qui venait de situer le royaume de Marie dans la région d'Achara, autrement dit Terka. Pour Turreau d'Angin, Marie devait être proche de Hit, sinon sa mention par Ean Natum lui paraissait difficile à comprendre. Pour une fois, Turreau d'Angin s'était trompé, et c'est Landsberger qui avait raison.
Albright a été le premier à attirer l'attention sur le Tel Hariri qu'il visita à l'automne 1925 lors d'un voyage qui le mena de Jérusalem jusqu'à Bagdad via Alep en descendant le cours de l'Euphrate. On pourrait s'attendre à ce qu'une ville de la taille de Tel el-Hariri soit mentionnée dans nos sources les plus anciennes, mais l'identification nous échappe. Tel el-Hariri est trop en aval et trop loin de l'Euphrate pour être un bon site pour Marie, mais la possibilité de cette identification est archéologiquement présente et peut au moins être gardée à l'esprit. Peu après, il fut plus affirmatif. Comme indiqué dans le bulletin numéro 21, la tentation est grande d'identifier Tel el-Hariri avec Marie, et en 1931-32, dans le volume 7 de AFO, il écrivit sans hésitation Marie, le moderne Tel Hariri, avec une référence à son article de JAOS 46. Il est intéressant de voir la prudence initiale peu à peu oubliée, mais la suite des recherches lui donna raison. Il faut être clair, quand Parrot commença ses fouilles, il ne cherchait pas le site de Marie. Ses fouilles à Tel Hariri furent le résultat d'un événement complètement fortuit, la découverte, en août 1933, d'une statue par des Bédouins qui enterraient l'un des leurs sur le Tel. C'est le lieutenant Kaban, en garnison à Abou Kemal, qui vint sur les lieux, complétant le dégagement. Il prit des photos, fit transporter la statue au musée d'Alep et rédigea un rapport. Prévenu par Henri Seyrig, René Dussault proposa à André Parrot de se rendre sur place. En effet, avec l'arrêt des fouilles de Larsa, Parrot se trouvait alors, en quelque sorte, au chômage technique. Il partit donc, tandis que 2 collaborateurs rapportaient d'Irak le matériel des fouilles de Tello, déjà transporté à Larsa. La fouille commença en décembre 1933. Parrot termina son travail en 1974, après avoir mené 21 campagnes. On peut citer Pierre de Magne dans son éloge à l'Académie après le décès de Parrot. Il a rendu Marie célèbre et Marie l'a rendue célèbre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la découverte du palais et de ses archives qui ont constitué le premier haut fait de Parrot à Marie, mais la découverte du temple d'Ishtar, comme l'a rappelé une exposition à l'Institut du monde arabe début 2014. André Parrot fixait en effet l'anniversaire de la découverte de Marie par rapport au 23 janvier 1934, jour où fut exhumée dans le temple d'Ishtar la statue de l'Amghi Marie qui permit l'identification du site. Au télégramme envoyé par Parrot, René Dussault répondit « Si vous êtes dans la capitale du royaume de Marie, c'est une fortune incomparable ». Une médaille a d'ailleurs été gravée en 1972 en souvenir de l'événement. Curieusement, la date est fausse, puisque la vraie date, c'est le 23 janvier et non pas le 13. Je soupçonne qu'il y a eu un problème lors du passage aux chiffres romains. Et par ailleurs, c'est Ishtoupilum qui figure sur l'avers, alors qu'on aurait attendu une représentation de l'Amghi Marie. Je ne sais pas quelle part a eu André Parrot dans la gravure de cette médaille, mais je suppose que c'est quelque chose qui a été fait à son insu. Il s'agissait d'une grande nouveauté pour l'archéologie française. Jusqu'alors, on avait trouvé des vestiges des époques néo-assyriennes, à Arslantash et Tel Ahmar, ou néo-babyloniennes, à Neyrab. On était remonté à la seconde moitié du 2e millénaire avec Ras Shamra Ougarit, un petit peu plus haut encore avec Mishrifé Katna, mais là, Parrot découvrait directement le 3e millénaire sumérien avec une magnifique statuaire. Lors de la 2e campagne, en plus du temple d'Ishtar, Parrot ouvrit un 2e chantier sur la zone la plus haute du Tel. Bien lui en prit, puisque c'était l'emplacement des ruines du palais. Parrot s'est extasié sur ce bâtiment, et il a eu bien raison. Les travaux de Jean Margueron ont depuis beaucoup fait progresser l'analyse architecturale du palais, mais les épigraphistes conservent des regrets sur 2 points: la vitesse avec laquelle les tablettes ont été dégagées, opération qui n'a pas toujours été menée avec le soin qu'il aurait fallu, et les faiblesses de l'enregistrement qui ne permettent pas toujours d'être sûr de la provenance des tablettes. Les archives du palais de Marie ont été découvertes dans plusieurs contextes.
Certaines tablettes ont été retrouvées à l'endroit même où elles avaient été archivées. On peut citer le cas des jarres de la salle 5. Parrot avait ainsi présenté sa découverte. Dans la chambre 5, qui s'ouvre sur la cour 1, 1600 tablettes étaient entassées, enfermées dans des jarres alignées et superposées contre la paroi sud. Hélas, les photos publiées ne sont pas très parlantes. Il manque en effet un cliché intermédiaire entre le dégagement des premières tablettes, alors qu'apparaît le haut de la première jarre, et l'achèvement du dégagement. Jean Margueron pense que ces jarres sont en réalité tombées de l'étage. Quoi qu'il en soit, la majorité des tablettes de repas du roi ont été retrouvées dans ces jarres, et nous savons maintenant, grâce à Nelle Ziegler, qu'elles sont l'œuvre de 3 femmes scribes attachées aux cuisines du palais. Non seulement leurs noms sont connus, mais en plus leurs mains ont pu être identifiées, ce qui est un cas très rare dans l'histoire du cunéiforme. Cependant, la majorité des tablettes a été retrouvée dans la salle 115. Parrot pensait qu'elles étaient dans leur emplacement d'origine. Il la décrivit comme une salle d'archives et parlait de placards où les tablettes auraient été conservées. Jean Margueron a montré que cette salle était en réalité un poste de garde donnant accès au secteur du harem. Les tablettes n'ont pu y être entreposées que de manière transitoire. Contrairement à ce dont on les a parfois accusés, les soldats de Hammurabi ne sont pas véritablement responsables de l'état dans lequel on a retrouvé les tablettes. Dessin avait écrit en 1938 « Il faut bien constater que les destructeurs du palais se sont acharnés à mettre en pièces les archives qui paraissaient avoir été classées par panier et par année, et que seules les tablettes de petit format ont échappé à leur coup. » Dans son rapport sur sa nouvelle fouille de la salle 115 en 1972, Maurice Biraud rappelait que les tablettes, jetées pêle-mêle sur le sol dallé par la soldatesque du conquérant qui détruisit le palais de Zimrilim, y formaient, selon le rapport de M. André Parrot, une couche épaisse de 30 à 40 cm. On pourrait en effet admettre que les tablettes laissées sur place furent volontairement détruites par les soldats qui mirent ensuite le feu au palais. Mais on doit à la vérité de dire que un grand nombre de tablettes cassées portent les traces de coups de piochons, à n'en pas douter ceux des ouvriers d'André Parrot. Par ailleurs, Biraud lui-même observa par endroits une sorte de cohérence dans la répartition des tablettes qu'il trouva le long des murs de la salle 115. On notera enfin que l'épaisseur de la couche de tablettes de 30 à 40 cm relevée par Parrot peut très bien correspondre à la hauteur des coffres qui avaient contenu ces tablettes et dont on a retrouvé les étiquettes. La salle 115 mesure 7 mètres sur 4. Les 7 coffres dont on a retrouvé les étiquettes pouvaient donc très bien y avoir été entreposés à même le sol. Furent-ils vraiment éventrés et leur contenu éparpillé sur le sol de la salle 115 ? Il aurait fallu une fouille fine pour le déterminer avec certitude. On peut comparer la situation avec la découverte qui fut faite par les Belges à Taletder dans la maison d'Urutu en 1975. 2 coffres à tablettes ont été découverts in situ, et on voit très bien les traces des coffres par les limites des tablettes qui ont été retrouvées. Il me semble que l'analyse de la seule photo publiée par Parrot pourrait refléter une situation du même genre. Par ailleurs, les tablettes découvertes entre 1934 et 1937 ont pour la plupart fait l'objet d'une cuisson superficielle sur le terrain. Voici le seul passage, à ma connaissance, que Parrot ait écrit à ce sujet. Les tablettes étaient placées à plat dans des bidons d'essence vides, en lit séparés par une couche de sable. Les récipients étaient ensuite rangés dans un four quadrangulaire construit avec les briques antiques, un foyer aménagé à la base. Un feu qu'alimentaient des broussailles, le seul combustible du pays, était maintenu pendant quelques heures. Il n'y avait plus qu'à laisser refroidir et qu'à vider les récipients. Molles avant l'opération, les tablettes étaient devenues dures comme la pierre. On procédait enfin à l'emballage. C'est de cette façon très simple que les archives royales de Marie ont été traitées et certainement sauvées, car le transport, joint aux variations de température, aurait certainement été fatal à nombre de ces documents. Cela a sûrement consolidé beaucoup de tablettes, mais un certain nombre ont souffert de ce traitement, faute d'un contrôle suffisamment précis de la température, ce qui les a fait éclater en morceaux.
Beaucoup de raccords entre fragments ont été possibles par la suite. D'autre part, cette cuisson n'a pas atteint le niveau de température rendant possible le lavage des tablettes, c'est-à-dire 800 degrés, qui seul permet d'évacuer les sels dangereux pour la conservation à long terme des documents. Enfin, pour certaines tablettes mal nettoyées, la terre argileuse qui remplissait les signes d'écriture a cuit elle aussi, et il n'a pas toujours été facile de l'ôter par la suite. Les fouilles de Marie avant la Deuxième Guerre mondiale ont été menées par André Parrot en 6 campagnes de 1933 à 1938. L'essentiel des archives du palais a été découvert entre 1934 et 1937, soit en 4 campagnes, de la 2e à la 5e. Je voudrais commencer par citer les passages des rapports préliminaires de Syria, où André Parrot évoque ses découvertes épigraphiques qu'il appelait, selon son humeur, moisson ou butin. Nous n'avons pas de récit de la découverte de la première tablette pour Marie comme pour Ras Shamra, mais la date est connue. C'est le 4 février 1935, il y a donc 86 ans, presque jour pour jour. Et c'est André Bianchi qui découvrit ces premières tablettes. La première information fut donnée par René Dussault à l'Académie lors de la séance du 8 février 1935. À propos de la correspondance, M. René Dussault, qui était alors secrétaire perpétuel, annonce à l'Académie que M. André Parrot, qui a repris depuis 2 mois ses fouilles à Tel Hariri, Syrie, sur la rive droite de l'Euphrate, l'ancienne Marie, vient de dégager un palais qu'il estime de la fin du IIIe millénaire et antérieur à Hammurabi. Il a recueilli un lot de 300 tablettes cunéiformes. Ça n'était qu'un début, puisque dans son rapport de Syria, Parrot indique « Dans la chambre 5, qui s'ouvre sur la cour 1, j'ai déjà lu le passage, 1600 tablettes étaient entassées. » Et plus loin, il y eut tout d'abord un très important butin épigraphique, plus de 2500 tablettes recueillies, la plupart dans la pièce aux archives 5, le reste un peu partout, mais un bon nombre dans l'école 24. On sait maintenant que ce qui fut alors interprété comme une école était en réalité un magasin, les banquettes servant à caler le support de jarre. Les archives découvertes salle 24 étaient celles du chef des marchands Idin Numshda, alias Idiyatoum. La 3e campagne, dans l'hiver 1935-36, fut la plus fructueuse. Il y eut d'abord une énorme moisson épigraphique. Quelques 13 000 textes ont été recueillis cette année en 2 lots concentrés dans 2 pièces distinctes, numéros 108 et 115, une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79. Il est étonnant que Parrot n'ait pas mentionné, en plus des salles 108 et 115, la salle 110, car on y trouva aussi un grand nombre de tablettes. On sait que l'afflux des tablettes fut tel dans ces années-là que l'enregistrement fut parfois défectueux. De nombreux raccords ont en effet par la suite été faits entre des fragments censés provenir des salles 108, 110 et ou 115. Pour la 4e campagne, dans l'hiver 1936-37, Parrot notait: cette année, nous avons à nouveau une très importante moisson épigraphique, 6 à 8 000 tablettes recueillies en 3 lots importants concentrés en des pièces distinctes. D'abord, 2 véritables placards non soupçonnés l'an passé dans la pièce aux archives 115, puis une chambre 135 en bordure de la cour 131, enfin, à proximité des cuisines, 215, 216, 217, dont le dégagement n'a pu être achevé faute de temps. Outre ces 3 lots, des tablettes isolées furent ramassées un peu partout, épaves abandonnées par les pillards comme objet de non-valeur au moment de la destruction du palais. À l'automne 1937, Parrot revenait pour sa 5e campagne. Je cite: « Ensuite, une période assez misérable, semblant devoir être attribuée à la dynastie des Roitelets de Hana, qui durent contrôler tant bien que mal la ville de Marie après sa ruine sous les coups de Hammurabi. Cette période, déterminée par des tablettes, l'une porte le nom d'Isharlim, roi de Hana, a suivi d'assez près celle contemporaine de Zimrilim. » Et on relève plus loin: l'antichambre 215 était littéralement jonchée de plusieurs centaines de petites tablettes très bien conservées,
où M. Dossin a retrouvé de nombreuses mentions relatives à un travail du métal, d'où l'identification de ce groupe avec des ateliers. La plupart de ces tablettes ont été publiées dans ARM 23. Et encore, nous ne serions pas complets si nous ne signalions pas cette année encore la trouvaille des tablettes s'est poursuivie. Plusieurs centaines de pièces ont été recueillies. Nous en avons fini avec le dégagement des placards de la salle 115, puis avec celui des lots importants des salles 143-142, cela pour les grands ensembles. Mais à peu près chaque jour, des deux chantiers, de la ziggourate ou du palais, des documents écrits sortaient, dont l'importance fut souvent considérable, aussi bien par les renseignements qu'ils nous fournissaient que par les possibilités de datation sûre des niveaux qu'ils nous procuraient. Et les lectures immédiates faites sur place par M. Dossin furent pour nous infiniment précieuses. Malgré ce qu'indique Parrot, la fouille de la salle 115 ne fut pas correctement achevée puisqu'elle fut reprise en avril 1972 et que Maurice Biraud put encore y découvrir, je cite, une centaine de tablettes ou fragments de toutes dimensions, dont une quarantaine surtout des lettres conservées entièrement ou sous forme de fragments importants. Je reviens à la 6e campagne, à l'automne 1938, qui vit le flot se tarir. Je cite à nouveau Parrot. Les années précédentes, nous avions eu, tout au moins depuis 1935, à signaler la découverte de centaines ou de milliers de tablettes. Cette saison, rien de semblable, et cela ne saurait étonner, car la fouille nous entraînait, et Parrot décrit ensuite les bâtiments du 3e millénaire, auxquels il consacrait essentiellement la fouille de cette campagne. Voici donc le bilan que l'on peut faire. Deuxième campagne, 2500 tablettes, la troisième, environ 13 000, la quatrième, 6 à 8 000, la cinquième, plusieurs centaines. Donc si on fait l'addition, ça donne entre 21 500 et 23 500, auxquels on doit ajouter plusieurs centaines. On voit que les estimations numériques du premier fouilleur de Tel Hariri ont toujours été très approximatives et le total indiqué n'a rien de bien précis. Je cite l'avant-propos de ARM1 écrit par Parrot en 1949, qui parle d'un énorme butin, quelques 20 000 tablettes et fragments de tablettes, ce qui est un chiffre nettement inférieur au total que l'on peut faire à partir de ses propres indications dans Syria. La raison de ce flou est très simple. Il ne fut dressé aucun inventaire au moment de la découverte des archives. On doit en effet rappeler, ce qui paraît incroyable aujourd'hui, qu'aucun épigraphiste ne fit partie de la mission de Marie lors des 4 premières campagnes, Dossin n'ayant participé qu'aux 5e et 6e campagnes en 1937 et 1938, alors que la quasi-totalité des archives avait déjà été exhumée selon le décompte des tablettes par Parrot lui-même. Je reviens sur la question des locus de découverte des tablettes. On possède une lettre d'André Parrot à Georges Dossin en date du 19 juillet 1954. Je cite « Je viens de rechercher avec mademoiselle Laroche les divers plans de Marie. Je ne trouve pas les équivalences pour les salles P, R, Y, Z. Peut-être cette indication est-elle portée sur quelques-uns des plans laissés à Damas. De toute façon, je persiste à penser et à dire que cela n'a aucune importance, étant donné l'éparpillement de ces séries à travers le palais, éparpillement non original, mais suite au pillage. Non originel, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. On ne sait pas d'où viennent les tablettes, mais de toute façon, il ne faut attendre aucune cohérence parce que les soldats d'Hammurabi auraient tout mis en désordre. Par ailleurs, dans certains cas, on peut corriger des erreurs. C'est ainsi que les inventaires des trésors du palais de Marie, rédigés juste après la prise de la ville par les armées de Samsi-Adou, proviennent en partie de la salle 134 et en partie de la salle 143. On songe aussitôt à une interversion des chiffres, mais la réalité est sans doute plus concrète. Les salles 134 et 143 sont en effet séparées par un mur très épais. Je soupçonne que les ouvriers ont déposé les paniers de tablettes sur ce mur. Au moment de l'enregistrement, on aura cru qu'une partie venait d'une pièce d'un côté et une partie de l'autre. Autre explication possible, les tablettes étaient conservées à l'étage et au moment de l'effondrement du palais, une partie aura glissé vers la salle 134 et une autre vers la salle 143. Il n'est aujourd'hui plus possible de trancher. À l'époque, la Syrie était, comme nous l'avons vu, sous mandat français et la loi des Antiquités de 1933 prévoyait le partage des objets
exhumés lors des fouilles entre l'État syrien sous mandat et le chef de mission. Je cite le texte. « À la fin de chaque campagne, le directeur du service des antiquités dressera un projet de partage des antiquités mobilières découvertes au cours des fouilles et de celles-là seulement. Le chef de la mission constituera 2 lots d'égale importance. Le directeur du service des antiquités jugera de l'équité de cette répartition et choisira librement un des 2 lots pour l'attribuer aux collections de l'État, tandis qu'il remettra l'autre au chef de la mission. Toutefois, il aura pouvoir de mettre hors partage pour l'attribuer aux collections de l'État tel objet dont l'importance lui paraîtra primordiale pour ses collections. » Fin de citation. C'est ainsi que les tablettes découvertes par Claude Scheffer à Ougarit avant 1939 ont été divisées entre la Syrie et le musée du Louvre, de même pour celles trouvées par Max Mallowan à Chagar Bazar à la même époque, partagées entre le musée d'Alep et le British Museum, celles d'Al-Alar, découvertes par Woolley entre le musée d'Antakya, devenu turc à partir de 1939, et le British Museum. Toutefois, les tablettes de Marie n'ont pas été alors réparties entre le musée du Louvre et celui d'Alep. Une nouvelle fois, la raison me paraît très simple, aucun inventaire précis n'ayant été dressé sur le terrain, il était impossible de procéder à un partage. André Parrot négocia un accord spécial avec le directeur du service archéologique de Syrie et du Liban, qui était alors Henri Seyrig. Les tablettes furent exclues du partage, restant en totalité la propriété de la Syrie, mais elles furent prêtées pour étude à la France, devant être restituées à la Syrie au fur et à mesure de leur publication, le retour se faisant par les soins de la valise diplomatique. Cela s'est révélé un très bon accord pendant 60 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1995, lorsqu'il a été dénoncé par la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie. Je voudrais, pour terminer ce cours, montrer comment les tablettes de Marie arrivèrent au Louvre, décrire l'équipe des épigraphistes chargés de leur publication et exposer les premiers résultats auxquels elle aboutit et mentionner enfin les préparatifs de la guerre. Comme on vient de le voir, c'est la totalité des tablettes découvertes par Parrot de 1934 à 1938 qui arriva au Louvre. On doit préciser qu'il s'agissait d'une simple localisation physique. À ma connaissance, aucun document concernant l'arrivée des tablettes au Louvre n'a jusqu'à présent été publié. Manifestement, le transport s'est fait à la fin de chaque campagne, puisqu'en novembre 1936, André Parrot rendait compte des découvertes de l'hiver 35-36 dans la salle 115 en ces termes. Texte de première importance, puisque ce sont en majeure partie des lettres qui, ainsi que l'a reconnu M. François Thureau d'Angin, constituent la correspondance diplomatique du dernier des rois de Marie, Zimri-Lim, avec ses ambassadeurs, émissaires, espions, avec aussi Hammurabi, roi de Babylone. On peut dire que, grâce à cette moisson, dont l'étude a été commencée par messieurs Dossin et Jean, c'est non seulement toute l'histoire du Moyen Euphrate qui réapparaît, et avec quel détail, mais celle même de la grande période de Babylone à la fin du IIIe millénaire, c'est-à-dire selon la chronologie haute de l'époque. Une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79 a été remise à messieurs Boyer et Noguerol, et Mlle Rutten a été chargée de l'étude de 32 fois inscrits, ramassés dans la chambre 108. L'examen des textes au Louvre avait donc déjà commencé, et même la répartition de leurs publications, en partie effectuée, nous y reviendrons dans un instant. Il faut bien préciser qu'aucune des tablettes de Marie n'est entrée dans les collections du Louvre. Il n'y eut donc pas d'inventaire qui en fut alors dressé, ce que nos interlocuteurs syriens, dans les années 1990, ont eu quelque mal à admettre. Le seul inventaire fut réalisé par Maurice Biraud dans les années 1970 avec l'aide de Jean-Marie Durand et à la fin de votre serviteur, mademoiselle Laroche servant de secrétaire. L'ambiguïté a été entretenue par le fait que les copies des tablettes étudiées dans la série des Archives royales de Marie furent publiées de 1941 à 1967 dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, formant les volumes 22 à 31. Mais juridiquement, il s'agissait d'un simple dépôt pour étude et aucune tablette n'a reçu la cote en AO des objets relevant du département des Antiquités orientales.
C'est naturellement à François Thureau d'Angin qu'André Parrot confia la publication des archives qu'il avait découvertes à Marie à partir de 1934. Là encore, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une opération officielle du Louvre. Depuis 1928, Thureau d'Angin avait en effet démissionné de son poste de conservateur. Et par ailleurs, Parrot ne devint conservateur adjoint au Louvre qu'en 1937, donc postérieurement à l'arrivée des tablettes au Louvre. Je suppose que c'est René Dussault qui avait proposé de les héberger. En 1934, Thureau d'Angin avait 62 ans, et il était au sommet, sinon de sa carrière, du moins de son art. Il faut se rendre compte que, coup sur coup, arrivèrent au Louvre des milliers de tablettes. Thureau d'Angin les examina et, sans avoir eu le temps d'en faire un catalogue, décida de procéder à une publication des tablettes en fonction de leur locus de découverte, donc salle par salle. Après plusieurs articles parus dans la revue d'Assyriologie dès 1934, la première tablette de Marie à avoir été publiée le fut par Thureau d'Angin en 1936. On voit qu'on était encore au tout début de la recherche, puisque Thureau d'Angin venait de découvrir que le roi de Marie Zimrilim était un contemporain du roi de Babylone, Hammurabi. Il faut dire qu'au moment même où Parrot découvrait les archives de Marie, Thureau d'Angin était occupé à la publication de 2 livres qui lui demandèrent sûrement beaucoup de travail, Ses fouilles de Thiel-Barsip en 1936, en collaboration, et surtout son livre sur les mathématiques babyloniennes de 1938. Par ailleurs, Thureau d'Angin continua dans ces années, comme nous l'avons vu, à publier des tablettes en cunéiforme babylonien provenant des fouilles de Ras Shamra. Tout cela explique sans doute que Thureau d'Angin n'ait eu le temps de publier que peu d'autres études sur Marie avant son décès en 1944. Dès 1936, Thureau d'Angin confia le déchiffrement des lettres de la salle 115, les plus nombreuses, à Georges Dossin et Charles-François Jean. J'ignore de quelle manière les tablettes furent réparties entre les deux, mais il semble qu'un premier examen avait déjà permis d'isoler certains lots cohérents. Dossin inventoria son lot en faisant précéder les numéros de la lettre A et Jean par un B. Nous avons déjà vu Georges Dossin, âgé de 26 ans, venir à Paris en 1922-23, suivre à l'école pratique les cours de Scheil et de Fosset. Rentré en Belgique, il était devenu professeur à Bruxelles et à Liège. Il avait participé aux fouilles de Thureau d'Angin à Arslantash en 1928 et à Thiel-Barsip en 1931, et les deux hommes avaient noué une forte amitié. Dossin était régulièrement revenu à Paris pour copier les lettres paléo-babyloniennes du Louvre qui furent publiées dans TCL 17 et 18 en 1933 et 1934. En 1935, il avait donc 39 ans, et son entraînement à copier des lettres, ainsi que sa proximité personnelle avec Thureau d'Angin, auquel il voit plus tard un véritable culte, explique qu'il fut choisi pour publier les lettres de la salle 135. J'ai connu Dossin très âgé, il descendait toujours au même hôtel à côté de Saint-Sulpice et il passait à chaque fois rue Guénégaud, donc juste à côté, où se trouvait la maison de Thureau d'Angin. Il y a aujourd'hui une plaque, mais qui renvoie au père Thureau d'Angin, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie française, et il enlevait son chapeau en saluant cérémonieusement la mémoire du maître. C'est sans doute aussi en raison de son expérience du terrain que Parrot fit venir Dossin à Marie à l'automne 1937. C'était la première fois que Dossin l'accompagnait sur le terrain comme épigraphiste, ce qu'il fit ensuite à chaque campagne jusqu'en 1966. Nous n'avons de photos de Dossin sur le terrain qu'après la guerre. Dossin choisit de commencer l'édition de son lot par ce qui lui parut le plus prestigieux, à savoir les lettres de Samsi-Adou. Celui-ci était en effet connu par la liste royale assyrienne. Mais ce choix, qui s'explique d'un point de vue historique, ne fut sans doute pas très judicieux dans une stratégie d'ensemble, car les lettres de cette période ne sont pas toujours très bien conservées. De nombreux joints ont d'ailleurs été opérés par la suite. Le succès que Cuper eut en 1950 avec sa publication des lettres de Khibri Dagan s'explique en partie par le meilleur état de conservation que celui des lettres de Samsi-Adou éditées la même année. Mais dès avant la guerre, Dossin avait publié toute une série d'articles
comportant l'édition de lettres ou la citation de nombreux extraits. Le deuxième épigraphiste était l'abbé Charles-François Jean. Son choix s'explique également par son habitude des textes paléo-babyloniens, ses copies des textes de Larsa ayant été jugées élégantes. Jean cita dans plusieurs articles de la Revue d'études sémitiques et de la Revue d'assyriologie des extraits de nombreux textes qu'il travaillait. Il en cita une in extenso dans la Revue d'assyriologie de 1938. Il publia les copies du futur tome 2 des Archives royales de Marie dès 1941 dans le volume 23 des textes cunéiformes du Louvre, devançant ainsi Georges Dossin, dont les copies ne parurent qu'en 1946. L'avantage du volume de Jean était la grande variété de son contenu. On y trouve par exemple les premiers textes de la correspondance féminine. Mais l'édition que Jean donna en 1950 montra que les temps n'étaient pas mûrs. Publiées hors contexte, ces lettres si diverses étaient très difficiles à comprendre. La plupart ont été reprises depuis avec les lots auxquels elles appartenaient. Des lots plus petits furent confiés à 3 personnes. Marguerite Rutten reçut la charge d'éditer les fameuses maquettes de foi découvertes en 1935-36. Elle s'acquitta de cette tâche dès 1938 dans la Revue d'assyriologie. Georges Boyer reçut initialement la charge de publier les textes des salles 77 et 79 avec Jean Nouguerol. Finalement, Boyer devait publier les textes juridiques de toute provenance en 1957. Jean Nouguerol copia une partie des textes administratifs de la salle 79, mais il s'en désintéressa et n'en publia pas un seul. Ils ont finalement été publiés en 1997. On peut s'étonner que ce ne soit pas Nouguerol qui ait été choisi pour publier les foi, vu son intérêt pour les textes divinatoires, mais il faut faire attention à la chronologie fine. Comme on l'a vu la semaine passée, Nouguerol, en 1936, revenait tout juste de l'école biblique et n'avait pas encore manifesté d'intérêt pour la divination. Il était alors un inconnu. Lui confier un lot de textes administratifs était déjà une marque de confiance, et je soupçonne que Boyer, dont Nouguerol était l'élève, nous l'avons vu, est intervenu auprès de Thureau d'Angin pour qu'il lui donne cette chance. Une autre façon de comprendre le choix de ses collaborateurs par Thureau d'Angin consiste à prendre le problème à l'envers. Quels sont les assyriologues disponibles à l'époque qui n'ont pas publié de tablettes de Marie? La première personne qui me vient à l'esprit est Georges Contenot. Celui-ci avait publié des tablettes d'époques variées, Our III, paléo-assyrien, médio-assyrien et babylonien, néo-assyrien et babylonien, mais aucune tablette paléo-babylonienne, ce que confirme la consultation d'Archibab. En outre, on ne peut pas dire que la fidélité ait été la première qualité de ses copies. Enfin, il n'avait plus publié de tablettes depuis 1929, TCL 13. Dans le cas de l'abbé Henri de Genouillac, la raison est sûrement différente. Je ne sais si on lui demanda sa collaboration, mais il est possible qu'il n'ait pas voulu aider Parrot, à qui il avait, vous vous rappelez, librement passé la main à Tello en 1931. Et surtout, Genouillac se consacrait alors à la publication de ces 3 campagnes de Tello, qui aboutit à 2 livres en 1934 et 1936. Le tome 2 contient d'ailleurs 14 textes d'archives paléo-babyloniens. Sans doute, les problèmes de santé dont il se plaignait furent-ils suffisamment graves pour le tenir éloigné de la syriologie dans les 5 dernières années de son existence. Je rappelle qu'il mourut en 1940. Il faut bien sûr aussi poser la question de René Labatte. J'observe que celui-ci avait publié des travaux de nature historique et philologique, mais qu'il n'avait jusqu'alors pas publié une seule tablette. Ces livres d'édition de textes sont en effet des transcriptions de tablettes déjà copiées. Les commentaires assyro-babyloniens sur les présages de 1933 contenaient l'édition de tablettes copiées par Gad dans CT 41 en 1931, et les hémérologies et ménélogies d'Achour, des tablettes de KAR publiées par Ebling en 1919-20. Nous avons vu par ailleurs que dans la seconde moitié des années 1930, Labatte préparait son doctorat d'État. Il était en outre absorbé par le projet lexicographique de Fosset dont nous avons parlé la semaine dernière. Enfin, et je dirais surtout, il n'a montré ni avant ni après aucune espèce d'intérêt pour les documents d'archives paléo-babyloniens. Parmi les jeunes, Raymond Gestin se trouvait à l'époque à l'Istanbul, comme nous l'avons vu. En outre, il n'a jamais été intéressé par autre chose que les textes du IIIe millénaire et surtout par la grammaire de la langue sumérienne.
On pourrait donc se demander s'il n'y eut pas, dans la seconde moitié des années 1930, une sorte de constellation bicéphale de la sériologie française. Les épigraphistes de Marie étaient regroupés autour de Thureau d'Angin au Louvre, Dossin et Jean en tête, tandis que les universitaires, comme Fosset et Labatte, vite rejoints par Nouguerol, contribuaient à un grand fichier lexicographique dans la salle d'assyriologie du Collège de France. On aurait d'un côté les éditeurs de tablettes inédites, de l'autre des savants exploitant ce qui a déjà été publié. Il ne faut bien entendu pas exagérer cette dichotomie, puisque Mademoiselle Rutten, une fidèle de Fosset, participa à l'aventure de Marie de manière limitée, il est vrai. De la même manière, Oppenheim travaillait en 1938-39 au dépouillement des tablettes néo-babyloniennes dans le cadre du projet de Fosset, mais il reçut aussi un lot de repas du roi de Marie qu'il ne publia pas puisque les événements l'ont contraint à quitter rapidement la France pour se réfugier aux États-Unis. Nous l'avons vu, le principe retenu par Thureau d'Angin fut celui d'une publication des archives en fonction des salles où les tablettes avaient été découvertes. Par ailleurs, Parrot présentait ses choix éditoriaux en 1945 en 3 séries. Premièrement, la série archéologique. Ce furent les volumes de ce qu'on appelle les MAM, Mission archéologique de Marie, publiés à partir de 1958-59. Deuxièmement, la série épigraphique. Et Parrot précisait, je cite, « La reproduction autographique des archives royales s'insère dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, TCL. Ce sont les volumes de planches que nous avons déjà mentionnés. » Mais il ajoutait, troisièmement, « À ces ouvrages, plus spécialement destinés aux assyriologues, correspondront à l'intention des historiens les volumes de la série qu'il appelait littéraire et historique, où l'on trouvera la traduction des documents et un court commentaire. » C'était la description de la série des Archives royales de Marie, ARM proprement dite, dont la publication commença en 1950. Parrot eut l'impression d'innover, c'était un peu excessif, car le principe de donner des éditions des textes et pas seulement des copies avait déjà été celui du père Scheil dans les MDP. Mais il est vrai que la plupart des missions publiaient seulement des copies, comme les Allemands avec les textes d'Achour, avec les sous-séries KAV, KH, KR ou KAJ. Il n'y avait que des copies et des catalogues, pas d'édition des textes. Revenons à l'entre-deux-guerres. Le 15 janvier 1937, Dossin fit à l'Académie une communication sur la correspondance de Zimri-Lim, dernier roi de Marie, vers 2000 avant Jésus-Christ. Elle fut publiée telle quelle dans les comptes rendus de l'Académie, et Dossin en développa le texte dans un article de Syria, resté fameux. Le 23 septembre 1938, Dossin fit une autre communication intitulée « Compte rendu de l'étude de l'ensemble des textes économiques et administratifs découverts dans le palais de Marie ». Seul un bref résumé fut publié dans les comptes rendus de l'Académie, mais Dossin en donna le texte développé dans un deuxième article de Syria, tout aussi important que le premier. Si l'on fait un bilan de ce qui a été publié avant la guerre, il restait encore maigre. Si l'on ne compte pas les citations, mais seulement les textes complètement publiés, Thureau d'Angin avait publié une lettre, une étiquette, 6 tablettes en hourite, ainsi que 2 inscriptions royales. Dossin, 11 lettres et un rituel, Jean, une lettre, Mademoiselle Rutten, les 32 fois divinatoires, soit un total de seulement 55 textes, dont moins de... une vingtaine de lettres, puisque on peut mettre les fois de côté. Pendant la guerre, les archives de Marie furent évacuées comme l'ensemble du contenu du Louvre dans les châteaux de Chambord et de Cheverny. Une anecdote à ce sujet montre le caractère très artisanal de l'opération. Elle figure dans une lettre de Thureau d'Angin à Dossin, datée du 29 août 1940. Dans le courant de mai, ma femme a pris la peine de transporter à Cheverny les 2 caisses de tablettes qui étaient en dépôt chez moi à Marmousse. Marmousse, c'était le château de famille des Thureau d'Angin, à Garnay, près de Dreux. Et la décision fut heureuse, car pendant l'occupation allemande, le château fut occupé et tous les papiers de Thureau d'Angin détruits.
Les tablettes de Marie furent réinstallées au Louvre dès 1946, comme le reste des objets du musée. Numériquement, les découvertes épigraphiques de Marie ont été beaucoup plus importantes que celles d'Ougarit. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, elles n'ont pas autant retenu l'attention car les épigraphistes n'eurent pas à relever le défi du déchiffrement d'une écriture nouvelle et ces textes ne semblaient pas avoir d'impact sur les études bibliques. La suite montra que ce n'était pas tout à fait vrai. Nous verrons dans les 2 prochaines semaines comment la guerre interrompit ou au moins ralentit les programmes en cours et comment l'assyriologie se réorganisa pendant ce qu'on appelle désormais les 30 Glorieuses entre 1945 et 1975. Je vous remercie de votre attention.